Hey, moi c'est Nice et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouvelle vidéo recommandation en 3 œuvres. Nous allons nous attaquer cette fois-ci au thème des femmes fortes dans les mangas. Alors ok, c'est peut-être pas un thème très original, mais en même temps, quand on lit le synopsis d'un manga, bien souvent c'est un héros qu'on a et pas une héroïne. Ou alors des fois on a des femmes mais qui sont juste le faire-valoir de l'homme, ou alors des cruches, parce que on va pas se mentir, dans les shoujo c'est souvent des cruches. Donc je suis allée fouiller un petit peu dans ma mangatech et j'ai pu vous trouver 3 œuvres où nous avons des femmes en personnages principaux et qui sont vraiment de fort caractère, qui sont des femmes débrouillardes, qui sont des femmes autonomes, et on va aller voir tout de suite ça plus en détail. Quand j'ai pensé à ce thème, tout de suite la première image qui m'est venue en tête est la fameuse Emeralda, donc dans Queen Emeralda, avec les doigts aux bons endroits, c'est peut-être un peu mieux. Donc écrit par Leiji Matsumoto et publié aux éditions Kana. Tous les enfants des années 80-90 connaissent Albator, donc l'œuvre la plus célèbre de Leiji Matsumoto, mais on a tout de suite un peu plus de mal avec son alter ego féminin, Emeralda. À l'image d'Albator, elle voyage elle aussi dans son vaisseau spatial qui se nomme le Queen Emeralda, et elle est complètement autonome dans ses voyages puisque dans la série principale, elle voyage seule. Comme c'est souvent le cas avec les œuvres de Leiji Matsumoto, nous ouvrons cette œuvre, donc Queen Emeralda, avec déjà une situation bien installée. Le personnage d'Emeralda a déjà sa petite réputation, bonne ou moins bonne, tout dépend des points de vue, et nous n'assistons pas à la naissance du personnage en lui-même, à qu'est-ce qui fait qu'elle est devenue une pirate de l'espace. Comme je disais en préambule, du coup, Emeralda est une femme forte, indépendante, autonome, puissante. Elle n'hésite pas à zigouiller du mec quand on vient marcher un peu trop près sur ses plates-bandes. Bref, un modèle pour toutes les petites filles. Je vous montrerai en insert, mais du coup, ce tome, qui est un one-shot quand même assez conséquent, compile 4 volumes, donc les 4 tomes de la série originale qui ont été regroupés sous un faux one-shot, comme j'aime les appeler, et donc nous avons en bonus de ce one-shot quelques petites histoires courtes produites par l'auteur sur toujours le personnage d'Emeralda. Et dans l'une d'entre elles, nous avons vraiment une altercation entre Emeralda et Albator, donc les deux commandants vont se rencontrer l'un l'autre, ils vont être à la recherche du même item, j'ai envie de dire, ils vont être à la recherche d'une carte au trésor, ou d'un trésor, je ne sais plus s'ils cherchent la carte ou s'ils cherchent le trésor, bref, on s'en fout. Donc ils vont avoir le même but et ils vont se retrouver en concurrence, et donc pour cette histoire-là, Emeralda a un équipage totalement féminin. Donc on a vraiment le parallèle entre Albator, le vrai mec, et Emeralda, la petite nénette. Non, c'est réducteur de dire ça, arrête. Donc l'histoire d'Emeralda, reprise sur les 4 tomes de la publication originale, nous allons suivre un jeune homme, donc la rencontre entre Emeralda et un jeune homme qu'elle va sauver. Vraiment un jeune homme, hein, genre, je sais pas, moi je dirais 10-12 ans par là. Et donc du coup, Emeralda sent que son destin est lié à ce jeune homme et qu'elle va recroiser sa route plusieurs fois. Donc en fait, on a véritablement l'histoire qui se déroule du point de vue de ce jeune homme, et on vient croiser par-ci par-là Emeralda. On a quelques chapitres qui sont centrés sur son personnage, mais on la découvre aussi, on découvre le mythe à travers le regard de quelqu'un d'autre, et c'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié. Grâce à ce point de vue, on peut se rendre compte que le personnage est idéalisé par certains et diabolisé par d'autres, et on n'a pas le sentiment d'être à 100% avec elle, donc on ne la connaît pas réellement, on va juste savoir comment les autres la voient, et on va se faire une représentation en mêlant tous ces points de vue, et ça nous permet vraiment de, comme je disais tout à l'heure, ça nous permet vraiment de mystifier le personnage. Au niveau du dessin, comme toujours, c'est un dessin qui marche particulièrement sur moi. Par contre, je pense que les personnes les plus jeunes d'entre nous pourront être rebutées par ce style graphique un peu particulier. Bon, c'est la patte graphique de Leiji Matsumoto, c'est quelque chose que j'ai apprécié moi quand j'étais enfant en regardant les dessins animés, l'animé Albator, et c'est quelque chose qui ne me rebute absolument pas. Par contre, au niveau des femmes, puisque c'est un peu le thème de la vidéo, je trouve que c'est un peu bizarre parce que toutes les femmes ont la même tête. Autant pour les hommes, il arrive à faire des character design un peu différents, par contre j'ai l'impression que, véritablement, toutes les femmes ont la même tête. C'est quelque chose d'assez déroutant.
À la rigueur, il y a juste la couleur des cheveux qui change, une cicatrice par-ci par-là, mais voilà, c'est un peu moyen. Deuxième œuvre dont je voulais vous parler d'aujourd'hui, vous pouvez avoir une petite idée vu que ils sont dispo dans mon décor. Il s'agit tout simplement d'Arte, publié aux éditions Komiku et réalisé par Kei Okubo, si je le prononce comme il faut. Alors là pour le coup je me suis pas tellement renseignée sur les autres œuvres de l'auteur, je ne sais pas si c'est sa première ou si elle a déjà fait plusieurs séries auparavant. Par contre je sais que c'est une femme et qui avait très à cœur de prendre ce thème principal, donc vraiment c'est un thème féministe. Arte va nous parler d'une jeune fille qui est bourgeoise au moment historique de la Renaissance italienne, et donc c'est une époque où les femmes n'ont pas vraiment leur mot à dire. Il faut qu'elles apprennent à s'occuper des enfants, s'occuper de la maison, qu'elles fassent un bon mariage pour pouvoir faire des beaux enfants et pouvoir continuer la lignée tout simplement. Donc la lignée de son mari, hein, parce que la sienne clairement on s'en branle. À cette époque il va donc falloir que si une famille met au monde une fille, que la famille constitue une dot pour pouvoir la donner en échange au mari donc de la jeune fille, puisque la femme est considérée comme une charge pour laquelle il va falloir dédommager financièrement la famille, enfin voilà, la belle famille quoi. Voilà, donc au niveau du contexte, voilà, ça se pose là. Donc on suit le personnage d'Arte, je suppose que ça se prononce Arte, puisque Art c'est moche, donc moi dans ma tête c'est Arte. Donc voilà, on suit le personnage d'Arte qui est donc une jeune aristocrate, une jeune bourgeoise, dont la famille commence à avoir des difficultés financières puisque son père est décédé, et tant que son père était en vie, elle pouvait faire ce qu'elle voulait. Donc elle a une passion dévorante pour le dessin, et du jour au lendemain, quand son père est décédé, eh bien tous les ponts ont été coupés, sa mère a refusé de la laisser continuer, voire même pire, elle a brûlé tous ses dessins, donc pour vraiment en faire l'image de la petite fille modèle qui est prête à se marier, puisque, comme elle le dit très bien elle-même, sa mère se demande quel homme pourra vouloir d'une fille qui dessine. Voilà, ça n'a aucun intérêt, donc Arte, tu arrêtes ça tout de suite. Sur ce gros clash de famille, on va dire, Arte va prendre son indépendance, elle va remonter ses manches et faire la tournée des ateliers, parce que elle veut devenir peintre, donc elle veut devenir artiste et vivre de son art, et donc elle a besoin d'un atelier pour pouvoir faire son apprentissage, apprendre les rudiments du métier, parce que elle savait dessiner, mais bon voilà quoi, c'était genre du vite fait avec un prof à la maison. Un prof qui devait être super bien payé pour pouvoir enseigner une femme, mais le métier de peintre est réservé aux hommes, donc elle va se prendre des refus sur refus jusqu'à trouver un maître qui n'a pas vraiment le choix et qui la prend sous son aile. C'est une œuvre que personnellement j'aime beaucoup, puisque Arte a un caractère vraiment très fort. Elle est débrouillarde, elle ne veut pas se faire aider. Il y a plusieurs scènes par exemple où elle va devoir aller acheter des choses pour l'atelier, des choses qui sont très lourdes, et elle refuse de se faire aider par des hommes. Donc il y a certains hommes qui la voient galérer comme ça et qui disent ah attends, enfin je vais t'aider. Et en fait non, elle refuse, elle a envie d'y arriver toute seule, elle a vraiment envie de remonter ses manches et de faire ses preuves pour être acceptée dans le milieu. Et bien petit à petit on va suivre son implantation, donc son évolution dans son métier, dans son apprentissage pour devenir peintre, et on va suivre également son acceptation par la société italienne qui commence à accepter d'avoir des artistes féminines, en tout cas Arte, puisque les autres on parle pas trop. Ce que j'aime bien aussi dans cette œuvre, c'est que on va tout de suite mettre en parallèle donc le travail fait par une femme et le travail fait par un homme, puisque donc à un moment Arte devient spécialiste de portrait, donc elle va faire le portrait d'aristocrate qui lui demande ses services en son nom propre. Et donc on a bien des personnages qui vont décrire un petit peu les portraits que fait Arte en disant que c'est plus fin, c'est plus soigné, c'est des traits vraiment qu'on n'a pas l'habitude de voir, on peut ressentir la tendresse des personnages à travers les œuvres d'Arte, et c'est quelque chose que un garçon ne va pas forcément avoir la sensibilité pour
pour remettre dans la peinture tous ces éléments là, et donc on a bien une notion en fait qui nous dit que en fait c'est pas plus mal d'avoir une femme pour faire ce genre de choses, puisque ça nous offre un panel totalement différent de sentiments, d'émotions qu'on va pouvoir retrouver dans les peintures, et le fait de se cantonner à avoir des artistes hommes, ça nous retire une part des choses possibles en fait dans l'art. Donc on a bien un petit peu le message de en fait les hommes et les femmes sont complémentaires, et pourquoi se priver de l'un alors que on va pas être forcément sur les mêmes domaines, et voilà, autant avoir des œuvres qui peuvent être produites par les deux, non ? J'en ai pas parlé avant, mais du coup Arte contient actuellement 13 tomes. 13 tomes en français, on a 14 tomes au Japon, la série est toujours en cours, donc je sais pas combien de tomes elle va avoir au total, mais en tout cas, chaque tome est un pur plaisir. Là, j'ai pas lu le tome 12 et 13 que j'ai acheté, mais on m'a dit que la fin du tome 13 était assez horrible, donc je vais attendre le 14 avant de le lire. Allez, on glisse doucement sur la dernière œuvre dont je voulais vous parler aujourd'hui. Il s'agit de Reine d'Égypte, publiée aux éditions Kiyun et produite par Chie Inudo. Pareil, j'espère encore que je le prononce bien. Désolée. À l'instar d'Arte, nous allons suivre également un récit historique, puisqu'ici nous allons suivre la jeune Hatshepsut. Pareil, j'espère que je le prononce bien, mais à partir de maintenant on va dire la Reine d'Égypte parce que c'est plus simple et ça m'évitera de reprononcer Hatshepsut. Voilà. Qui est donc une jeune égyptienne qui est fille de pharaon et qui ne comprend pas pourquoi, par héritage, donc étant la fille de son père, pourquoi elle n'aurait pas le droit elle aussi d'accéder au poste de pharaon. Ben oui, on sait à peu près comment ça se passe là-bas, on a quelques exemples de femmes pharaons, mais tout ça c'est après Hatshepsut, c'est après Reine d'Égypte. Puisque ce personnage-là, historiquement parlant, est le premier personnage à avoir réussi à devenir pharaon. Donc cette série, qui comporte 9 tomes au Japon et dont nous attendons toujours le dernier tome en France, va nous raconter l'histoire de cette jeune fille. On va la prendre dans son enfance, donc on va voir comment elle va grandir avec son demi-frère, et comment par des jeux de complot, de manipulation, de politique, etc., elle va pouvoir essayer de faire son chemin pour arriver à son but ultime, puisque au départ donc elle se retrouve mariée avec son demi-frère, je crois que c'est son demi-frère, et donc c'est lui qui devient pharaon, puisque elle est l'héritière, mais du coup son mari sera le pharaon. Voilà, donc par la suite il va aussi y avoir une histoire de l'enfant du pharaon va être l'héritier, donc c'est plus elle, donc comment elle va pouvoir faire pour se dépatouiller avec tout ça pour arriver à son but ultime. Historiquement parlant, j'ai pas vraiment fait de recherche sur ce personnage là pour savoir si la série est cohérente ou pas avec ce que peut nous dire Wikipédia par exemple. Mais en général, voilà, sur ces dynasties-là, plus l'histoire est loin, moins on a de détails dessus. Donc, en fait, j'ai pris tout simplement cette œuvre-là comme une œuvre de fiction. Certes, ça a un contexte historique, mais voilà, c'est principalement une histoire, quoi. Si j'avais envie de connaître en détail la vie de cette personne-là, je pense que je me serais pas dirigée vers un manga. Donc voilà, encore une série, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui n'est pas terminée, mais qui va se terminer bientôt, et donc j'attends l'apparition du dernier tome, du 9e et dernier tome, pour pouvoir me lire tous les livres qui me manquent, et je pense qu'en fait je vais recommencer depuis le début, histoire de bien avoir la tête dans la série pour la relire. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu l'une de ces 3 œuvres, ou si vous connaissez d'autres œuvres avec un personnage féminin fort en tant que qu'héroïne, ou au moins en tant que personnage principal. J'en ai noté quelques autres, donc il n'est pas impossible que je vous fasse un numéro 2 de ce concept de femme forte dans les mangas. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu, que ce soit par un like, un pouce en l'air, un commentaire ou un abonnement si c'est pas déjà fait. Allez, cette fois j'arrête, je vous souhaite une bonne semaine et puis on se dit à tout bientôt. Allez, ciao!